je remercie Fethi Benslama et les organisateurs de ces journées de m'avoir invité. J'ai publié chez Odile Jacob en 2016 un ouvrage intitulé « Les fanatiques ou la folie de croire », où j'ai essayé de définir quelques types différents d'engagement violent dans une perspective purement clinique et non historique. C'est pour ça que je garde ce terme de fanatisation dans mon propos aujourd'hui. Alors, la fanatisation adolescente, je voudrais vous la présenter en quelques propositions. La première proposition, c'est la définition d'un modèle clinique de compréhension, je dirais, directe et existentielle du point de vue de l'intériorité, de ce que représente l'engagement dans un processus de fanatisation, de radicalisation qui est véritablement dans une continuité. Et je voudrais présenter ce modèle pour déterminer les étapes et les seuils qui me paraissent très importants à repérer et que ce modèle devrait pouvoir aider dans le cadre de la prévention et également dans le cadre des suivis, aussi bien dans les centres de soins que dans les prisons, des adolescents dits radicalisés ou qu'on peut appeler aussi, pour ma part, fanatisés. Alors, le terme de fanatisé représente pour moi un terme peut-être plus général, plus englobant, et qu'il représente aussi différents types d'engagement violent, aussi bien politiques que religieux, tels qu'on a pu les rencontrer au cours de l'histoire et dans toutes les régions du monde. Deuxième proposition, je crois qu'il y a dans la façon d'aborder cette question de la fanatisation adolescente la rencontre entre deux éléments, deux phénomènes, un phénomène de type psychique et un phénomène de type groupal et social. Le phénomène de type psychique, ce sont des invariants de l'adolescence que l'on connaît très clairement dans le cadre de la psychopathologie. C'est d'abord l'idéalisme passionné, c'est le goût pour les jeux violents, les jeux notamment la dimension agonistique des jeux, le combat, la lutte, et la dimension de ce que Roger Caillois appelle l'ilinx, c'est-à-dire les émotions, la recherche des émotions fortes. Et le deuxième point, c'est l'orientation de ces conduites du côté des comportements ordaliques, la recherche du risque mortifère et la fascination de la mort, qui sont véritablement des données adolescentes qui me paraissent ici convoquées dans ces questions de radicalité. Le deuxième phénomène, c'est un phénomène groupal et social, c'est l'existence de groupes fanatisés qui reposent sur des dimensions sectaires avec une destination millénariste et avec l'idée que l'apocalypse est pour demain et que ces groupes-là ont véritablement une existence contemporaine de la fanatisation adolescente. Je prendrai simplement trois exemples. Donc, le phénomène Daesh, qui est le calife autoproclamé, avec un État et l'idée véritablement d'une compréhension religieuse de type millénariste. La secte Homme au Japon et en Russie, dont on connaît les passages à l'acte terroristes qui se sont produits il y a quelques années dans le métro de Tokyo, mais qui continue à avoir des dizaines de milliers d'adeptes, aussi bien au Japon qu'en Russie. Ils ne font plus parler d'eux sur le plan des actions terroristes, mais potentiellement, ils représentent la même construction groupale et sociétale que le groupe de Daesh. Et aussi, également, je pense, certains groupes extrémistes évangéliques qui, aujourd'hui, se développent de plus en plus en Amérique et en Afrique, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, et qui peuvent présenter également un danger potentiel de radicalisation. En tout cas, ce sont des mouvements où, de manière générale, on se trouve confronté à un appel d'offres pour les engagements violents. Alors, troisième proposition, c'est comment
quel type d'adolescent, on en a parlé hier et puis ce matin, Fethi Benslama en a beaucoup parlé, qu'est-ce qui fait que certains adolescents s'engagent dans ces mouvements et pas d'autres? Alors, je repérais simplement un concept pour essayer de poser cette situation, c'est la dissolution des liens intimes et sociaux, que j'appellerais du terme de double rupture, c'est-à-dire des adolescents qui se trouvent confrontés d'abord au niveau de la famille par une rupture familiale pour différentes raisons, soit une déstructuration familiale, soit des violences internes au groupe familial, avec déjà donc un conflit et la rupture de ces liens d'une manière ou d'une autre. Mais vient se greffer sur cette première rupture une seconde rupture des liens au niveau du groupe de pairs, au niveau des groupes d'amis, et qui fait que sous le fait de déception, de rupture amoureuse ou d'éléments de ce type-là, il y a ce deuxième mouvement de rupture qui laisse le sujet dans une espèce de déréliction plus ou moins totale des liens qui lui procuraient un étayage narcissique et une structuration sociale suffisante. À partir de ces deux moments-là, il va y avoir possibilité, j'allais dire potentialité, d'entrer dans la radicalisation et dans ce processus de radicalisation que je définirai. Pour définir donc la quatrième proposition, c'est les types de mouvements et les stades qui permettent d'arriver à cette situation. Au départ, on va partir d'éléments simples pour arriver au final à l'expression d'une violence ultime destinée à détruire toute altérité sous la forme d'un suicide autoprogrammé par le groupe et par le sujet lui-même, qui conduit, puisqu'on en parlera tout à l'heure, à la question du martyr. Donc je pense qu'il y a toute une continuité, et naturellement, il y a des seuils, et qu'on va pouvoir repérer ces seuils et peut-être arrêter le processus à temps pour éviter que l'engagement dans les conduites les plus extrêmes se déploie. Le premier point, c'est l'état de désinformation et de contre-information. C'est-à-dire que les adolescents qui baignent dans leur milieu social, dans leur lieu de vie et également beaucoup dans le cadre scolaire, sont fascinés par un bain culturel de désinformation et de contre-information, notamment autour de la théorie du complot, du conspirationnisme. Et hier, les collègues sociologues en ont beaucoup parlé. Je crois que c'est très important, ce premier niveau qui va générer là une espèce de volonté de reconnaître les formes de radicalisation comme une sorte d'identification héroïque. Ça ne veut pas dire que tous ces jeunes vont passer à l'acte, mais ils vont considérer qu'il y a des figures héroïques qui se mettent en place et que tous ceux qui vont avoir, entre guillemets, le courage de s'engager et puis peut-être de partir à l'époque ou partir en Syrie, aujourd'hui on en revient, mais à un moment c'était justement le partir, rejoindre le pays de Cham, ce pays utopique où devait avoir lieu, où doit avoir lieu, où devait avoir lieu la fin du monde dans l'idéologie du néo-califat. Eh bien, il y a une héroïsation de ces figures, même si, évidemment, tous ne passeront pas à l'acte et tous ne manifestent pas. Mais c'est ce bain de désinformation et de contre-information qui va constituer le terreau premier de l'engagement. La deuxième étape, c'est l'endoctrinement. Alors, cette étape de l'endoctrinement, elle est véritablement liée entre des convictions adolescentes fortes au niveau d'une idéalisation et par rapport à une recherche véritablement d'encadrement. Et en face, c'est sur Internet, c'est dans différents lieux, comme par exemple certains imams ou dans certains lieux propices, où va se mettre en place des recruteurs, des séducteurs.
On pourra trouver on trouve les dénominations différentes pour présenter ce type de recruteurs du groupe millénariste, qui vont repérer justement certaines fragilités, notamment sur les réseaux sociaux, au niveau des engagements de ceux qui parlent de leurs difficultés familiales, etc., de leurs difficultés personnelles, ou repérer ceux qui sont dans un repli sur eux plus ou moins marqué, pour engager un processus de séduction pour aller vers l'endoctrinement. Alors, ce que je voudrais préciser, c'est que pour moi, l'endoctrinement, ce n'est pas une manipulation mentale, c'est véritablement la présentation d'une offre d'idéalisation conduisant à des engagements violents, mais sur l'engagement personnel de la personne. Je crois que c'est une conviction et que c'est un choix personnel que celui de s'assujettir. Il y a une espèce de paradoxe en disant « je m'affirme comme sujet » en entrant dans un assujettissement auprès du groupe. Et ce mouvement-là, je crois, il est très important à penser que c'est véritablement un choix libre du sujet, libre au niveau en tout cas conscient du sujet. À partir de cet endoctrinement, il va y avoir une demande véritable de connaître les tenants d'une idéologie radicale qui est véritablement une caricature de religion ou une caricature de politique ou de philosophie. Il y a véritablement on ne demande pas d'être un théologien pour reconnaître ces formes d'idéologie. Au contraire, ce sera des idéologies ramenées à leur plus stricte forme, et notamment le clivage. Il y a d'un côté ceux qui défendent la bonne cause et de l'autre les mécréants, ceux qui doivent être détruits, ceux qui doivent être éliminés. Donc il y a véritablement l'idée d'une destructivité, de l'altérité dans ce mouvement d'endoctrinement. Et pourquoi le sujet choisit cette forme de soumission et pourquoi il se soumet volontairement à l'organisation très militaire de ces groupes, très pyramidale, avec un chef, avec une emprise véritablement très forte. Et ensuite, petit à petit, le sujet se met dans une forme d'emprise totale où, de manière inconsciente, il va subir et s'offrir totalement aux exigences du groupe. Donc ça demande effectivement des pratiques particulières, notamment des pratiques qui sont aussi, là aussi, des ersatz de positions mystiques, où on aura la méditation, la prière, des engagements très physiques également, pour se préparer à recevoir la bonne parole, et dans une manière de vivre tout à fait centrée sur des modalités simplifiées, je dirais, d'une approche théologique, quelle qu'elle soit, ou d'une approche philosophique d'engagement. Alors ça me paraît très important de repérer ces moments-là où l'assujettissement se met en place. Alors pourquoi accepter cette servitude volontaire? Pourquoi accepter de se soumettre totalement? Eh bien, c'est qu'il y a un bénéfice particulier pour le sujet, c'est-à-dire qu'il va trouver là des liens affectifs suffisants pour lui permettre de dépasser les conditions qui étaient les siennes auparavant. Une situation d'angoisse permanente, de vide, ou même parfois de situations complexes par rapport à des vécus internes qui sont plus ou moins puissants. Alors, dans cet endoctrinement, il y aura toute une série d'étapes pour accepter véritablement l'inacceptable. Et comment, comme dans la secte dont parlait un collègue hier, qui disait comment arriver à faire croire à quelqu'un qu'on peut faire léviter des éléphants, et comment faire croire à quelqu'un que le créationnisme est une théorie supérieure à la théorie de l'évolution. On est dans le même principe, dans la même préoccupation. Alors, quel est le fonctionnement cognitivo-affectif qui est derrière? Moi, je voudrais avancer le concept suivant, c'est celui de l'inversion idéologique. À partir du moment où on peut
manipuler non pas la réalité, mais la représentation de la réalité, à partir de ce moment-là, tout est possible. Et il suffit d'avoir la conviction, l'appui, l'étayage narcissique d'un groupe qui va vous donner une puissance expansive considérable pour pouvoir repérer et dégager des conduites qui nous permettent au sujet, dans cette relation d'emprise, d'être complètement inféodé au groupe et d'accepter toutes les formes, parce que de cette inversion idéologique, elle procure une sorte de jubilation interne, de se dire, eh bien non, la réalité, c'est pas comme ça. On nous dit l'évolution a existé comme ceci, mais quelle preuve a-t-on? Il n'y en a pas. Alors que le texte, la littéralité du texte dit, eh bien voilà, le monde, il a été fait comme ceci. Et puis, il y a une espèce de jubilation à vouloir contrer la réalité. L'épreuve de réalité est déplacée, la puissance du jugement de réalité est déplacée au profit de la soumission à l'idéal préconisé par le groupe millénariste. Et ce groupe-là va pouvoir faire construire toutes les formes d'idéologisation qu'il voudra, puisqu'il sait que ça va permettre un regroupement et une constitution individuelle soumise totalement au groupe. On peut en rester à ce seuil de l'endoctrinement. Et beaucoup, justement, ne passent pas le troisième seuil. Ils vont simplement, une fois qu'ils sont partisans de la doctrine, se montrer comme étant des recruteurs ou permettre, par exemple, comme on l'a vu, comme certains personnages qui ont été repérés dans l'organisation de Daesh, simplement être des recruteurs et ne pas ne pas faire le voyage, mais rester simplement à titre de recruteur pendant un certain temps. Et puis ensuite, il y aura l'étape suivante qui est celui de l'embrigadement. D'accord. L'embrigadement, c'est véritablement, là, on va passer de l'engagement idéologique à l'engagement militaire, et où là, c'est corporellement, on se prépare à l'action, et c'est une formation qui va être plus ou moins, et un engagement qui va faire qu'il ne s'agira plus de penser, mais d'agir. Pour arriver, je dis le dernier terme, qui sera développé tout à l'heure par notre collègue, mais qui est, je crois que la dernière position de ce processus, c'est la position de l'auto-apocalypse. C'est-à-dire que le sujet va choisir de se sacrifier au profit du groupe. Et on a vu comment, par exemple, chez Daesh, il y avait une compétition pour être les premiers kamikazes à aller se faire sauter dans les combats avec les troupes syriennes ou avec les Kurdes ou dans d'autres constellations. C'est important ici de voir que cette dernière étape, elle est celle de l'engagement suprême et que peut-être ça définit un cycle, un processus qui va se construire de cette part d'abord de l'endoctrinement jusqu'à l'embrigadement et jusqu'à la solution finale. Pour le sujet, c'est à la fois je détruis le monde qui m'entoure et je pars avec ce monde, et en même temps, j'ai un aller direct pour le paradis, pour le pays utopique pour lequel j'ai combattu pendant un certain temps. Ce processus, je crois, peut s'arrêter, heureusement, à différentes étapes, et que les derniers seuils sont peut-être ceux dont il faut faire très attention, notamment quand on se trouve face à des sujets qui ont déjà eu des étapes de radicalisation fortes, qui ont connu un embrigadement fort et qui sont actuellement peut-être dans les prisons. Voilà, je vous remercie de votre attention.